De nouveaux attentats au Yémen. Les kamikazes se sont fait sauter dans 2 mosquées du centre de Sanaa pendant la grande prière du vendredi. Au moins 77 personnes ont été tuées, plus de 100 blessés. Les mosquées qui ont été touchées sont très fréquentées par les milices chiites houthis qui tiennent la capitale depuis septembre. L'enquête avance en Tunisie 2 jours après l'attentat du musée du Bardo. Selon les autorités, les 2 assaillants se seraient formés au maniement des armes en Libye. Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, est sur place. Un pays bouleversé qui fête aujourd'hui le 59e anniversaire de son indépendance. Et puis, l'éclipse de soleil a eu lieu aujourd'hui. Visible en Europe et en Afrique du Nord, elle a ravi les chanceux qui ont pu bénéficier d'un ciel sans nuages. Ils ont observé la lune qui est passée devant le soleil et l'a recouvert. Prochain rendez-vous pour une éclipse de soleil totale, ce sera en 2026. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Le Yémen s'enfonce donc chaque jour un peu plus dans le chaos. 2 attentats ont eu lieu dans la capitale Sanaa. Ce sont 2 mosquées qui ont été visées pendant la grande prière du vendredi. Le bilan provisoire fait état d'au moins 77 morts et 100 blessés. Ce sont bien les miliciens houthis qui étaient visés, comme nous l'explique Gauthier Rybinski. Sans aucune contestation possible, on sait que les Houthis, donc une branche du chiisme, étaient de fréquents visiteurs de cette mosquée le vendredi, pour la prière du vendredi. Ils sont, vous l'avez dit, ils tiennent Sanaa, mais d'une manière, j'allais dire, strictement militaire, c'est-à-dire que c'est pas de jure, mais de facto qu'ils tiennent cette ville. Et manifestement, il y a là une réponse de la part, très probablement, de factions sunnites qui considèrent de toute manière, à la fois historiquement et à la fois par la politique actuelle, que les Houthis sont illégitimes au pouvoir et qu'ils n'ont pas à être au pouvoir. C'est la raison pour laquelle on essaye, par la terreur, de les en chasser. Alors que, si vous voulez, les Houthis ont quand même un passé qui est assez lié à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, qui a quitté le pouvoir dans les circonstances que l'on sait, c'est-à-dire il a quitté le pouvoir blessé, il a promis qu'il reviendrait, puis finalement il n'est pas revenu. Donc il y a toute une nostalgie autour de cette époque, Ali Abdallah Saleh qui est en train de renaître, et avec une animosité contre tous ceux qui sembleraient être les amis ou les soutiens de Ali Abdallah Saleh, en l'occurrence les Houthis. Alors, l'Iran et l'Arabie saoudite s'opposent sur ce cas yéménite. Oui, parce que si vous voulez, alors le Yémen, c'est le pays le plus pauvre de la région. C'est le pays le plus déstabilisé. Je crois que s'il y a un mot pour retenir ce qu'est le Yémen, c'est le mot tribalisme. Les affaires de chiites et de sunnites dont on parlait à l'instant, c'est quand on essaye d'expliquer, mais dans la réalité, elles n'ont pas grande traduction concrète. C'est surtout des affaires de tribus. C'est le tribalisme. On vit en tribu, on vit par la tribu, à cause de la tribu, grâce à la tribu, et autant l'Arabie saoudite, par exemple, a intérêt à avoir un Yémen qui soit plutôt faible pour ne pas avoir de soucis à sa frontière, autant il ne faut pas qu'il soit de manière catastrophique faible. Sinon, c'est la déstabilisation à sa frontière. Et l'Iran, de l'autre côté, qui n'a jamais abandonné sa fameuse idée d'arc chiite qui irait de Téhéran jusqu'à Beyrouth, en traversant entre autres le Yémen, se dit il y a là une carte à jouer dans ce pays où c'est le chaos, où c'est l'anarchie à la fois juridique, parlementaire, politique. Il y a là une carte à jouer en défendant cette minorité chiite que sont les Houthis. Les Tunisiens continuent d'afficher leur unité 2 jours après l'attentat qui a visé le musée du Bardo à Tunis. Attentat qui a coûté la vie à 21 personnes, dont 20 touristes. L'enquête progresse. Les autorités ont annoncé que les 2 assaillants s'étaient formés au maniement des armes en Libye. Aujourd'hui est un jour symbolique pour la Tunisie. Le pays commémore le 59e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président Béji Caïd Essebsi s'est adressé à la nation. Des Tunisiens inquiets de voir le secteur touristique chuter après cette attaque. Les vendeurs de souvenirs sont ouverts, mais la police surveille. À 2 pas de Tunis, dans le quartier pittoresque de Sidi Bou Saïd, la vie reprend son cours. Après l'attaque sur le musée national de la capitale, certains ont peur que le secteur touristique soit durement touché.
C'est vrai que ça fait un choc parce que c'est tout près, parce que on doit être ce soir normalement à Tunis, demain matin au Bardo, donc on se dit ça passe pas loin. 21 personnes ont perdu la vie dans l'attaque du musée Bardo, des dizaines d'autres ont été blessées. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique qui a menacé de mener d'autres attaques. L'islam est contre tout ça. Qui a dit qu'un touriste, il faut aller le tuer? Chez nous, c'est un péché dans notre religion. C'est incompréhensible. Moi, je porte la barbe, je travaille avec les touristes, je fais des photos avec les touristes. On rigole ensemble. Et c'est quoi le problème? 2 tours opérateurs dont les passagers font partie des victimes ont décidé de mettre fin à leurs escales à Tunis. Mais à la foire du tourisme de Paris, beaucoup assurent que ça ne les empêchera pas de voyager. Les personnes qui nous abordent, c'est pour nous exprimer des messages de soutien, de sympathie, et certains pour nous dire « comptez sur nous parce que nous n'annulons pas nos voyages ». La Tunisie assure ne pas être en état de siège, mais l'armée va être déployée pour patrouiller dans les grandes villes. Les discussions sur le nucléaire iranien à Lausanne se sont achevées. Elles reprendront mercredi. Objectif, trouver un accord politique d'ici le 31 mars. Des discussions qui avancent pas à pas. Si les Iraniens et les Américains assurent qu'il y a des progrès, les Européens sont plus pessimistes. Antoine Mariotti, vous êtes notre envoyé spécial à Lausanne. Alors, c'est donc confirmé, les discussions vont reprendre mercredi. Oui, c'est confirmé. Les Iraniens partent dès cet après-midi. Les Américains, eux, vont rejoindre les ministres européens à Berlin dans la journée de samedi pour peut-être mettre un petit peu les choses au point au sein même du groupe 5+1 qui négocie avec l'Iran parce qu'il semble qu'il y ait des dissensions sur certains points, notamment sur la durée de l'accord, puisqu'il s'agit vraiment de cadenasser ce programme nucléaire iranien. Mais toute la question est de savoir si on le fait pendant une quinzaine d'années, comme le souhaiterait un négociateur européen avec qui j'ai pu m'entretenir hier, ou sur une dizaine d'années qui est la durée que serait prêt à lâcher, sur laquelle serait prête à lâcher Washington. Et donc là, il y aurait un accord entre Washington plus ou moins et Téhéran, mais ça bloquerait au niveau des Européens et peut-être même probablement au niveau de Paris. Les reprises des négociations est fixée à mercredi prochain, très probablement ici à Lausanne, en Suisse. Les Iraniens ne participeront pas, comme ça a été envisagé à un moment, à la réunion de demain à Berlin, mais il reste encore des points à régler. Les Américains et les Iraniens avaient espéré que nous pourrions avoir cet accord politique, cette fameuse feuille de route, dès cette semaine à Lausanne. Ce ne sera pas le cas. Le négociateur européen avec qui j'ai pu m'entretenir nous disait « Je ne crois pas une seule seconde que ça puisse être possible que nous ayons un accord dès demain, dès aujourd'hui, donc dès vendredi. Mais il faudra revenir à partir de mercredi prochain et régler des questions clés comme la levée des sanctions de l'ONU et comme la recherche et le développement du programme nucléaire iranien. » Merci beaucoup Antoine, vous étiez en direct de Lausanne. Le rapport de force se poursuit entre les États-Unis et Israël. Les déclarations de Benjamin Netanyahou durant la campagne pour les législatives n'ont pas plu à Washington. Le Premier ministre israélien a dit vouloir s'opposer à une solution à 2 États. Il a cependant depuis revu sa position, conséquence de la menace de Washington de ne plus mettre son veto à l'ONU sur la création d'un État palestinien. Laure Manin. Une victoire déjà ternie par les tensions diplomatiques. Jeudi soir, Barack Obama a appelé Benjamin Netanyahou pour le féliciter de sa réussite aux élections législatives. Mais il en a profité pour lui annoncer que les États-Unis allaient devoir revoir leur politique vis-à-vis d'Israël. Netanyahou a dit dans les derniers instants de la campagne qu'il ne permettra pas la création d'un État palestinien. Indéfectible soutien de l'État hébreu, les États-Unis semblent prêts à prendre du recul. Jusqu'à présent, la Maison-Blanche a toujours opposé son veto aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU à l'encontre d'Israël. Aucune n'a jamais été adoptée. Mais le New York Times croit savoir que désormais, la Maison-Blanche pourrait défendre une résolution soutenant la création d'un État palestinien, forçant les Israéliens à se retirer de Cisjordanie et à échanger certains de leurs propres territoires. Les décisions que les États-Unis ont prises à l'ONU ont été fondées sur l'idée que la solution à 2 États est la meilleure. Maintenant, notre allié, dans ses pourparlers, a décrété qu'il ne soutenait plus cette solution. Cela signifie que nous devons réévaluer notre position dans cette affaire. Malgré tout, Washington pense que des pourparlers directs restent la meilleure solution pour parvenir à la paix. Benjamin Netanyahou assure lui que ses propos ont été mal compris, qu'il voulait en réalité dire que les conditions pour un État palestinien n'étaient pas réunies pour l'instant.
La justice en France, les époux Le Guenec ont été condamnés à 2 ans de prison avec sursis. Ils étaient accusés d'avoir recelé 271 œuvres de Pablo Picasso. Des dessins, des esquisses sont entreposés sur une étagère au fond de leur garage pendant près de 40 ans. Les retraités ont toujours soutenu que ces œuvres étaient un cadeau informel de Jacqueline Picasso. Ça y est, l'éclipse solaire est terminée, un spectacle magnifique qui a pu être observé par certains chanceux, notamment en Islande. La Lune est passée devant le Soleil et l'a recouvert. Prochain rendez-vous pour une éclipse de soleil totale, ce sera en 2026. Ils ont dû aller tout au bout de l'Islande. Depuis plusieurs jours, ce groupe de Français cherchait le meilleur endroit. Ils se sont décidés au dernier moment et c'est ici, à la pointe sud-est de l'Islande, face à la mer de Norvège, qu'ils ont planté leurs objectifs. On va vivre un bel événement, oui, qui s'intègre bien dans ce qu'est l'Islande, avec ce kaléidoscope géologique de glace, de mer, de vent, de neige. Le phénomène céleste débute, lunettes spéciales obligatoires. On commence à voir sur le bord droit du Soleil, donc la Lune qui va venir occulter, se mettre en interface entre Terre et Soleil. Alors que les prévisions météorologiques étaient mauvaises, leur guide islandais est ravi d'avoir déniché le bon spot pour ces touristes passionnés. C'est comme un pèlerinage, ils sont venus en Islande pour voir l'éclipse. Et ça se passe maintenant ? Ce Varois, lui, est astronome amateur. Le compte à rebours offre des images splendides de croissance solaire et rajoute à l'excitation. On peut voir que déjà la luminosité est en train de diminuer. On a à peu près... on a les 2/3 du Soleil qui est occulté. Là. Je vais d'ailleurs en profiter pour prendre un cliché, voilà. Soudain, le phénomène semble s'amplifier. Ça y est, c'est l'instant décisif. La Lune est en train d'occulter complètement le Soleil. C'est un moment hors du commun et surtout, on le sent, la luminosité vient de chuter d'un coup en l'espace de quelques secondes et surtout, le froid s'est renforcé alors que l'Islande est déjà un pays très froid. On sent vraiment qu'il n'y a plus les rayons du Soleil, mais c'est un spectacle vraiment hors du commun et qui est absolument splendide. Pendant 2 minutes et 47 secondes, le Soleil est occulté à très exactement 99,8%. Ne subsiste qu'un infime arc solaire dans le ciel noir islandais. Nous avons vécu un moment merveilleux. Je crois qu'on s'en souviendra et nous en garderons des sentiments merveilleux et des sensations extraordinaires. Un moment qui ne se reproduira pas en Islande avant 2026. Du sport à présent, le tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu et la chance n'a pas été au rendez-vous pour le PSG. Le club jouera le FC Barcelone avec un match retour au Camp Nou. Le tirage a en revanche été plus clément pour l'AS Monaco qui affrontera la Juventus de Turin. Le match retour aura lieu, lui, en France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Sachez que vous pouvez retrouver toute l'actualité de France 24 sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais et en arabe. Et à la une de notre site internet, vous le voyez, ces attentats au Yémen qui ont fait des dizaines de morts. Merci de votre attention. Prochain journal dans 15 minutes. À tout à l'heure.